de l'administration, mais également des parents. Et on va essayer ensemble de voir quelques signes pour nous permettre de voir dans notre environnement immédiat quels sont les élèves qui sont vulnérables et qui méritent vraiment d'être accompagnés pour ne pas verser dans la déperdition scolaire. Les premiers signes qu'on va voir, ce seront les signes physiques. Le premier signe qu'on va voir, c'est souvent le nombre de ressources nécessaires pour mener à bien. Ça peut être des ressources physiques, des ressources matérielles ou même des ressources psychologiques. Et on reconnaît un tel élève par des signes. Parce que c'est bien beau de dire l'élève est vulnérable, mais il faut également identifier les signes qui permettent de dire que tel élève est vulnérable. Les signes sont multiples. Il y a également des attitudes, des comportements qui nous permettent de dire que tel élève est vulnérable. Ces signes vulnérables maintenant à la déperdition scolaire, c'est quoi? Donc c'est tout élève qui est scolarisé, susceptible d'arrêter ses études, soit parce qu'il veut abandonner, soit parce qu'il est exclu du système, soit tout simplement parce qu'il a eu un échec scolaire de par ses résultats, ou bien tout simplement il y a eu des raisons familiales qui ont fait que l'enfant abandonne. On dit d'un élève qui est vulnérable à la déperdition scolaire, c'est ce qu'on appelle communément les EBS. Il y a un professeur principal pour chaque classe, qui est le responsable de cette classe-là. Donc on demande à ce professeur principal de gérer tous les cas de vulnérabilité dans sa classe, c'est-à-dire d'observer ces élèves-là, et dès qu'il constate un signe qui est un peu particulier, qu'il le signale. Parce que souvent, les élèves, quand ils ont des problèmes à l'école, la première personne à qui se vouer, c'est le professeur principal. Je vois mon professeur principal. Et avec l'implication des élèves, parce que souvent, les élèves se parlent entre eux. On peut identifier ces cas de vulnérabilité également de par les pairs, ce qui permet de pouvoir suivre ces élèves-là également. Mais également, en début d'année, on suggère qu'au mois d'octobre, qu'on donne des fiches de renseignement à chaque élève qui doit remplir. Prénom, nom du père, nom de la mère, est-ce qu'ils sont vivants, etc., situation, etc. Donc on donne des éléments d'information qu'il faut donner pour permettre de voir si l'enfant est orphelin total, orphelin partiel, est-ce qu'il vit avec un handicap, est-ce qu'il vit avec ses parents, est-ce que si l'élève répond correctement à cette fiche-là, donc c'est déjà une base de données au niveau de l'administration qui va lui permettre de voir chaque fois qu'un élève présente un signe un peu particulier, qu'on se réfère à sa fiche pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. C'est un travail de fourmi au début. Si c'est bien fait, c'est impeccable. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait réellement dans les établissements. C'est pourquoi il y a souvent des élèves qui sont vulnérables et qui vont jusqu'à l'abandon, et les gens ne savent même pas que c'est des élèves qui sont vulnérables et qui vont tendre vers cette déperdition scolaire. Là également, en dehors de ces signes qui sont dans le milieu scolaire, il y a également d'autres signes de déperdition scolaire qui sont dans la société, que nous vivons dans le quotidien. Si je prends l'exemple des luttes, le folklore à Diofior, les séances de lutte, je ne dis pas que c'est beau, mais la manière de les organiser, ça impacte négativement sur les résultats scolaires. Il faut oser le dire. Les séances de lutte qui commencent le vendredi ou le samedi pour finir le mardi ou je ne sais pas, le mercredi, le mardi. Et puis les heures de lutte, la séance, les heures de démarrage et les heures de fin.
Souvent, vous entendez jusqu'à 22h, 23h, minuit, qui sont là-bas. Dans ces séances de lutte ou de guitare, qui sont là. C'est qui? Ce n'est pas nos mamans, ce n'est pas nos parents. C'est nous, élèves et enseignants, qui sont là-bas jusqu'au-delà de 23h et qui doivent être à l'école à 8h. Qui doivent être à l'école à 8h. Et nous savons qu'ici, qu'à Diofior, quand ces séances commencent, c'est par quartier. C'est par quartier. L'autre fait également les cérémonies de mariage. Les mariages à Diofior. Cogitons ensemble. Chaque jeudi, en dehors du mois d'août ou le mois de Ramadan, il y a mariage à Diofior. Il y a mariage à Diofior. Et combien de jours durent les mariages à Diofior? Combien de jours? Pour ne pas exagérer, je dirais les mardis. Les mardis avec les jeunes filles qui vont faire les hôtesses. Et la tendance actuelle, c'est les anytime. Donc les jeunes filles, pour ne pas dire les élèves, s'affairent sur les tenues. Comment confectionner leur tenue, comment préparer, etc. Donc ils mettent de côté les cahiers. Pour attendre le mercredi, le jour de la réception ou le jour du anytime. Ils sont là jusqu'à au-delà de 23h. Alors que le jeudi matin, ils doivent avoir devoir à 8h avec M. Nia ou M. Lee. Est-ce que cet élève-là peut être performant? Le jeudi, la mariée doit rejoindre le domicile conjugal. Elles sont là jusqu'à au-delà de minuit. Toujours les cahiers de côté. Le vendredi, c'est le domicile conjugal. Après 22h, c'est les séances de guitare. Tous les élèves se ruent vers ces séances de guitare. Donc imaginez une semaine qui commence le lundi, perturbée par des séances de lutte jusqu'au mardi. À partir du mercredi, c'est les mariages jusqu'au samedi. Quelle est la journée qui est réservée à l'étude? Entre guillemets. Alors qu'à Diofior, nous sommes tous parents. Dès qu'il y a un mariage à Ndouk, je dois être là-bas. S'il y a un mariage à Darou, ma présence est obligatoire. Mariage à Sika, c'est impensable que je ne sois présente. Donc quand est-ce que moi, j'aurai mon temps à moi pour me consacrer à mes études? Ou bien pour me consacrer à l'éducation de mes enfants? Parce que le parent qui n'est pas présent, est-ce qu'il pourra contrôler son enfant? Ça veut dire que ça mérite une réflexion, la gestion des cérémonies. C'est de bonnes choses, je ne dis pas que c'est pas mauvais, c'est mauvais. Mais essayons de voir comment les gérer, comment organiser ces activités-là. Il y a également d'autres faits qui sont là et qui sont source de déperdition. Le désintéressement aux études. Est-ce qu'actuellement l'éducation, la réussite par la porte de l'éducation est-elle actuellement garantie? C'est une interrogation qui est là.
Le modèle référentiel actuellement, c'est qui? C'est qui? Chacun a son référence. Mais est-ce que le référent, est-ce qu'il est du côté éducatif pour pouvoir booster l'élève à étudier convenablement? C'est une interrogation. Actuellement, tout le monde cherche à être Sadio Mané. Même les parents achètent les maillots de Sadio Mané et donnent des surnoms à leurs enfants Sadio Mané. Le modèle référentiel, est-ce que c'est les études? On fait référence à quoi? Est-ce que cet enfant-là va se dire que je vais avoir mon doctorat pour être comme Sadio Mané? C'est une interrogation. Ou bien, un autre, pas comme Sadio Mané, mais qui est dans l'art. Je ne peux pas citer de profession. Mais si on va dans la musique, dans la culture, on prend beaucoup de référents, on les prend comme des leaders. Est-ce que sur le plan éducatif, ils peuvent être des référents pour nos enfants? Ça également, ça mérite d'être cogité pour l'avenir de nos enfants. Un autre fait également, c'est la gestion de notre temps. Les Américains disent time is money. Time is money. Mais nous, est-ce que ce slogan est valable à Diofior? Le musulman dira time is diabolique. Le musulman, il dira time is diabolique. Mais nous, Diofiorois, est-ce que c'est valable chez nous? La manière de gérer notre temps. On perd trop de temps à Diofior. Trop de temps, je dirais. Chacun essaie de cogiter pour voir la manière de gérer son temps. Est-ce qu'il le met à profit? À commencer par le parent. Si le parent ne gère pas convenablement son temps, est-ce qu'il pourra orienter son enfant à gérer son temps pour pouvoir se consacrer le maximum possible aux études? Impossible. Donc la gestion de notre temps est une source de déperdition ici à Diofior. Nous gérons mal notre temps. Il y a également les parents qui se désintéressent à l'école. Beaucoup de parents se désintéressent à l'école. La preuve, le mois dernier ou ce mois-ci, on remettait les bulletins aux parents. Si vous allez à Diofior 2 ou au lycée, on avait organisé des journées de portes ouvertes. Et pourtant, il y a un problème, il y a des parents qui n'ont jamais mis les pieds à l'école jusqu'au jour du retrait des bulletins. Il y a des parents qui ne viennent même pas pendant ces journées-là. Et les enfants en profitaient pour ramasser des parents dans la rue, pour les présenter comme leurs parents, pour récupérer leurs bulletins et les mettre dans les poches et s'en aller. Le parent ne sait même pas quels sont les résultats de son enfant. Donc ce parent ne s'intéresse pas aux études de ses enfants. Donc ça veut dire que le parent qui ne surveille pas son enfant, qui ne va pas à l'école, qui ne demande même pas des résultats, est-ce que ce parent-là peut motiver son enfant à travailler convenablement? Non. Il attend la fin de l'année, que l'élève lui dise que je vais en classe supérieure, ou bien je redouble. Pour maintenant qu'il y ait la guerre à la maison. C'est le discours qui revient. Mais est-ce que vous, en tant que parent, vous avez mis l'enfant dans une situation qui pourrait lui permettre d'avoir goût aux études?
les conditions d'enseignement-apprentissage dans le milieu scolaire. Est-ce que les conditions sont adaptées pour un bon enseignement-apprentissage? Peut-être à Diofior, je ne dirais pas que c'est rose à 100%, mais quand même il y a des efforts vraiment très notoires à Diofior si vous allez dans d'autres zones. Parce qu'au moins, les conditions sont plus ou moins favorables aux études. Parce que le cadre y est. Mais par exemple, si vous allez dans d'autres zones, c'est les abris provisoires. En 2016, je me rappelle, j'étais partie dans un collège pour une mission. Quand j'ai approché l'enseignant, il s'est ouvert à moi. Mais j'ai pleuré à chaudes larmes. Parce que c'est un abri où quand vous êtes là, vous voyez tout ce qui est derrière. Et en plein cours, un serpent a failli mordre l'enseignant. Ceci n'était la volonté divine et la vigilance de certains de ses élèves. En plein cours, le serpent était au-dessus de sa tête. Un élève l'a aperçu, qui était un peu également mature, parce que s'il avait crié, ce serait le scandale. Il est venu vers l'enseignant, il a pris sa main et l'a tiré dehors. Ensuite, il a pris un bâton et a tapé le serpent. Avant que les enfants ne comprennent qu'il y avait le serpent, il avait déjà tué le serpent. Parce que s'il n'était pas un peu vigilant, ce serait la 14. Soit c'était lui ou bien les enfants. Le serpent allait mordre quelqu'un par lui. Donc, je me dis que cet enseignant-là, ce missionnaire-là, qui est là pour la cause des enfants d'autrui, et qui a failli perdre sa vie comme ça, pour des conditions précaires. Donc, c'est juste pour dire que les conditions d'études également peuvent être source de déperdition scolaire. Nous également, en tant que parents, si nous voulons que nos enfants réussissent, il faudrait également qu'on essaie autant que possible de les mettre dans les conditions les meilleures. C'est un devoir, j'anticipe, c'est de l'apport des parents. Le parent doit faire de telle sorte qu'il mette l'enfant dans des conditions minimales d'études. L'autre fait également par rapport à l'environnement scolaire, souvent nous constatons qu'il y a des filles qui abandonnent parce que la couche la plus vulnérable, c'est les filles. Elles sont très vulnérables pour plusieurs raisons. Une fille peut abandonner ses études tout simplement parce qu'elle a essayé de menstruer à l'école. C'est des choses que nous vivons au quotidien. Parce qu'elle a essayé de menstruer à l'école. Ce n'est pas géré à l'école. Alors que ça devrait être géré à l'école. Parce qu'un élève qui vient à l'école jusqu'à 10 heures, qui voit ses règles, elle ne restera pas à l'école jusqu'à 14 heures. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle rentre. Et elle risque de perdre 4 heures de temps, 2 cours. Elle risque de perdre 2 cours. Et par malchance, si des évaluations portent sur ces cours-là, impérativement, elle aura une mauvaise note. Donc, qu'est-ce qui est la source? Ce sont ses menstrues. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas voulu travailler, mais elle a arrêté un cours. C'est pourquoi nous suggérons souvent aux chefs d'établissement, dans leurs activités de cellules genre, de mettre à la disposition de l'école des serviettes hygiéniques qui seront gérées de la manière la plus discrète possible par une dame. Et toutes les filles de l'école sauront que si jamais qu'elles arrivent à avoir leurs règles en plein cours, qu'elles
la manière la plus discrète, aller se changer et revenir faire l'autre convenable. Et on a essayé d'instaurer ça dans les collèges de l'IF. Pour que dans le budget de l'école, qu'on dégage un montant pour cette prise en charge. Parce que c'est une source de déperdition qui est négligée et qui fait des dégâts. Ça peut pousser même l'élève à ne plus venir même à l'école. Ou bien elle a ses menstrues, elle ne veut pas se lever. L'enseignant l'interroge au tableau, elle ne veut pas se lever. L'enseignant pense qu'elle lui fait un défi. Elle sanctionne. Donc, une fois à la maison, elle ne vient plus à l'école. Quel que soit le discours qu'on voudra lui tenir, c'est l'abandon à jamais. Il y a un autre fait, c'est l'âge ingrat, la puberté. La puberté. C'est l'âge où l'enfant passe être un Superman, ou bien une super, je ne sais pas, superwoman, je ne sais quoi, appeler ça. Elle pense pouvoir détenir le monde de par sa main. Elle défie n'importe qui, ou bien il défie n'importe qui. Et cet âge-là, si ce n'est pas bien géré, peut dégénérer à la déperdition scolaire. Et souvent, ceux qui interviennent dans le moyen secondaire, la classe la plus difficile à gérer, c'est la classe de 4e. Ceux qui sont dans les classes savent ce que je dis. La 4e, c'est la classe la plus difficile à gérer. Il faut être un vrai pédagogue pour gérer cette classe. Parce que c'est la classe où vous avez la fourchette entre 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est l'âge de la puberté. Et même les élèves vous défient. Les garçons, ils vous défient. Mais il faut les comprendre pour les gérer. Les jeunes filles, c'est l'âge des maquillages. C'est l'âge du khesa. C'est l'âge où elles se permettent de faire tout. Là également, il faut être un vrai pédagogue pour gérer une classe de 4e. Ce n'est pas n'importe qui peut tenir une classe de 4e. Sinon, c'est des querelles à n'en plus finir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'âge ingrat. C'est un âge, si on l'a réussi, on est sauvé à jamais. Mais si on échoue également, ça impacte sur votre futur. Autre fait également, dans nos maisons, c'est les télés, la télévision. Avec des séries à n'en plus finir. Vous les connaissez mieux que moi. Les telenovelas, les films hindous, les séries de théâtre. Dès que vous regardez la première épisode, ça devient de l'opium. Vous faites tout pour connaître la suite. Et ça vous fait perdre énormément de temps. Si vous mettez 2 heures par jour devant la télé pour suivre une série, au bout de l'année, c'est combien de jours? Et puis, si vous êtes un peu attentif, pratiquement c'est les mêmes scénarios qui reviennent. On ne fait que changer le cadre et les discours. Mais c'est pratiquement les mêmes objectifs. L'autre fait maintenant, c'est le téléphone. Le téléphone. À l'école. Tous les enfants ont des téléphones. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Vous avez votre enfant qui est à la maison, vous dites qu'il ne sort pas, il est chez moi, il est tranquille, mais il est en train de communiquer avec quelqu'un qui est à New York. Il est présent mais absent.
jusqu'à des heures, surtout avec cette connexion gratuite entre minuit et 6 heures du matin. C'est extrêmement grave pour nos enfants. Extrêmement grave. Ça peut être utilisé maintenant à des fins utiles, mais si c'est le sens inverse, c'est extrêmement grave. La gestion du téléphone chez nous. Donc, essayons, on ne peut pas leur interdire le téléphone, mais essayons de communiquer avec eux. Mais ne donnons pas délibérément le téléphone à nos enfants et les libérer comme ça. Donc, je pouvais plus développer, mais je m'en tiens à ça par rapport à certains signes. Et maintenant, pour aborder le deuxième point, c'est l'apport des parents. Là, je vais l'axer sur 3 faits. D'abord, en milieu familial, à l'école et dans la société. En milieu familial, j'en avais parlé tout à l'heure, les conditions d'étude. Il faut que le parent s'efforce à mettre l'enfant dans un cadre minimal de conditions d'études. À la maison également, il faut que le parent ait un regard sur son enfant. Il fait comme bon lui semble. Ça, ce n'est pas de l'éducation. Et souvent, nous, parents, je dis que la plupart du temps, nous n'éduquons plus nos enfants, mais nous les élevons. Nous élevons nos enfants, mais nous ne les éduquons pas. Nous leur donnons à manger, nous leur donnons à boire, nous leur donnons des tenues normales, en tout cas tout ce qui semble être leurs besoins. Nous essayons autant que possible de les satisfaire selon nos moyens. Mais on ne communique plus avec nos enfants. Et la base de l'éducation, c'est la communication. Parce que si on communique, on pourra orienter nos enfants sur l'utilisation du portable. Si nous communiquons, nous pourrons orienter nos enfants par rapport à la gestion de ces mariages dont je parlais, à la gestion de ces cérémonies de lutte, à ses distractions, à ses fréquentations et même à sa manière de s'habiller. Et tout ça se résume à la communication. L'habillement, je vais revenir encore sur ça. Peut-être j'avais un peu oublié ça. Mais l'habillement également, c'est un élément, c'est un intrant par rapport à la réussite de la vie. Parce que l'enfant, s'il s'avère apporter certaines tenues, ça veut dire qu'il s'expose. Il met sa vie en danger. Donc, essayons autant que possible de veiller sur le code vestimentaire de nos enfants. En tout cas, c'est un élément sur lequel je tiens beaucoup. Et quand j'étais dans les classes, c'était mon principal. C'est ce qui me mettait en conflit souvent avec les élèves. Parce qu'il y a de ces tenues que je n'accepterai pas dans ma classe, en tant que responsable. Maintenant, un élève qui quitte ses parents avec un cuissard, ça s'appelle comment? Les fuseaux là. Bas. Un élève qui quitte ses parents à 8 heures avec son bas et son djouba out. Je me dis, est-ce qu'il a salué ses parents avant de venir à l'école? Si tel est le cas, pourquoi ses parents ne lui ont pas demandé de changer sa tenue? Parce que quand même, il y a un minimum pour une tenue scolaire. Donc, une jeune fille qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, avec certaines tenues et qui vient à l'école, et qui rentre
des enseignants qui ont à peu près le même âge que lui. Parce que les jeunes enseignants d'aujourd'hui, ils ont le même âge que les jeunes filles. Hein? Donc c'est de la provocation. Elles sont en train de prêter le flanc. Donc c'est juste pour dire que nous également, si nous voulons participer à la réussite de nos enfants, il faudrait également qu'on communique avec nos enfants, qu'on les éduque et qu'on leur permette maintenant de s'assumer, de se prendre en charge et de se comporter en leader. Maintenant, au niveau de l'école, il faudrait également que le parent soit fréquent à l'école. C'est ce que j'avais anticipé en disant qu'il y a des parents qui ne viennent jamais à l'école. Mais un parent qui reste 1 mois, 2 mois, doit aller à l'école pour s'enquérir de la situation de son enfant. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il est assidu? Est-ce qu'il fait correctement son travail scolaire? Est-ce que il aura une réponse à une multitude de questions sur le comportement de son enfant. Si le comportement est des meilleurs, il encourage son enfant et le félicite. Si tel n'est pas le cas maintenant, c'est le moment de parler avec son enfant, de communiquer avec lui pour qu'il puisse changer de comportement. Et ça également, ça aide l'enfant. Parce qu'il va comprendre par là que mon papa est en train de, ou bien ma maman est en train de surveiller ce que je fais à l'école. Si je déserte le cours de M. Faye ou bien de M. Tchandou, c'est évident que dans les 48 heures, il sera informé. Le troisième point maintenant, c'est par rapport dans la société. C'était toujours par rapport à la gestion des cérémonies, l'organisation des cérémonies, les pertes de temps, les dépenses inutiles. Je vais m'attarder sur ça. Souvent, nous disons que tel élève est vulnérable à la déperdition scolaire parce qu'il n'a pas les moyens de se procurer du matériel géométrique ou bien des cahiers, ou bien etc., etc. Et pourtant, c'est un même élève, quand il y a un mariage au quartier, cet élève-là va se débrouiller quel que soit le canal qu'il va utiliser pour avoir une tenue et des accessoires. Sa maman dira que et remercier les terres, même s'il faut s'endetter pour que sa fille ait la tenue, comme ses pères. Et pourtant, cette même mère n'est pas prête à se décarcasser pour procurer à sa fille du matériel géométrique. Donc, je dirais que c'est des dépenses inutiles. Donc, les parents sont prêts à investir des fois sur des dépenses inutiles qui, si elles étaient virées sur le cadre scolaire, pouvaient être profitables à l'enfant. Donc, c'est des faits qui sont là. Je donne juste quelques exemples, mais c'est notre vécu quotidien. Vous connaissez ça mieux que moi, mais c'est juste un rappel. Pour montrer que quand on parle de déperdition scolaire, tout le monde est responsable. De l'école à la maison, en passant par la société. Tout le monde est responsable. Ce qui reste à voir maintenant, est-ce que tout le monde est conscient de sa responsabilité? Et quand cette prise de conscience est faite, est-ce que chacun s'engage à y mettre du sien pour qu'on règle le problème? Et c'est ça qui va nous permettre de voir en dernier lieu les recommandations, quelques recommandations qu'on va essayer de dégager. Et là, nous aurons 2 axes de recommandation. Le premier axe, c'est le dispositif d'identification
de suivi des EVDS. Là, la première recommandation, ce sera la mise sur pied des observatoires dans toutes les écoles. Donc, il faudrait qu'on mette dans toutes les écoles des observatoires de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, les OVDS, qui ont des missions bien définies, qui nous permettront de gérer tout ce qui est source de déperdition scolaire. L'autre fait maintenant également, toujours par rapport au dispositif, c'est l'implication du CGE, le Conseil de gestion des écoles. Les CGE gèrent tout ce qui est finance au niveau de l'école. Il faudrait également que les finances de l'école, qu'une partie de ce budget soit orientée vers tout ce qui est source de déperdition scolaire, comment gérer les cas de vulnérabilité à la déperdition scolaire. Les élèves qui sont par exemple des orphelins totaux. Comment les CGE pourront faire pour les prendre en charge au moment des inscriptions, les frais d'inscription? Est-ce que les CGE ne pourraient pas les prendre en charge? Certains élèves qui sont issus de familles démunies, est-ce que le CGE ne pourrait pas les prendre en charge? C'est des interrogations. Est-ce que le CGE ne pourrait pas procurer des fournitures scolaires à ces orphelins-là en début d'année, au lieu d'encaisser chaque fois et ne pas prendre en cas ces situations? Je remercie au passage la CEPSCOFI, le CEPSCOFI du moins, le collectif des enseignantes pour la promotion et la scolarisation des filles, qui abat au travail de titan par rapport à ce genre, à la gestion de cette vulnérabilité. Parce qu'elle a pour mission l'accès, le maintien et la réussite des filles à l'école. Et comme activité phare l'année dernière, nous avions, en collaboration avec ce collectif, recensé au niveau de Diofior toutes les élèves orphelines, de l'élémentaire jusqu'au moins secondaire, en passant par le centre de formation professionnelle. Et la maquette nous a indiqué que nous avons 270 orphelines. 270 orphelines à Diofior. Je ne dis pas orphelins, orphelines à Diofior. De l'élémentaire au moins secondaire, en passant par le centre. Ces élèves-là, au mois d'octobre, essayons de se mettre à la place de ces élèves-là. Qui prend en charge leurs frais d'inscription? Qui prend en charge leurs fournitures scolaires? Qui prend en charge leur tenue? Ça veut dire que nous avons du pain sur la planche. Si vraiment nous voulons lutter contre cette déperdition scolaire. Et la SCOFI, si je le prends en exemple, avait fait un axe très significatif au mois de septembre avec l'association WAGBA, présidée par Hassan Diop. Ils avaient fait une co-organisation pour prendre en charge et ces orphelines et quelques familles vulnérables à Diofior. Au total, il y avait plus de 140, si je ne me trompe, kits scolaires qui étaient distribués gratuitement à ces familles. Maintenant, le reste. Parce que la SCOFI avait ciblé uniquement l'élémentaire parce qu'elle n'avait pas les moyens. Maintenant, ceux qui sont au moyen, ceux qui sont au secondaire, ceux qui sont au centre de formation, qui les avaient pris en charge. Ça veut dire qu'également, si tous les acteurs de Diofior veulent œuvrer pour lutter contre la déperdition scolaire, il faudra également qu'on pense à ces cas vulnérables-là. Qu'on ne s'arrête pas à des discours, qu'on ne s'arrête pas à des sensibilisations, mais qu'on fasse des actions concrètes pour leur prise en charge. Ça, c'est une recommandation qu'on est en train de faire. Maintenant, par rapport aux stratégies de prévention et de remédiation, il faudra qu'il y ait un entretien avec les familles. Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas encore sensibles. Il faut une communication pour les sensibiliser.
Il faut également qu'on les mette à contribution en impliquant la population et les leaders d'opinion. Donc la sensibilisation doit tourner vers les populations, doit tourner vers les familles, mais également doit tourner vers les leaders de l'opinion pour une meilleure prise en charge de ces malades. Et pour en finir, comme recommandation, on aurait suggéré à ce qu'on fasse des cours de renforcement et de remédiation. Ça se fait. Mais si ça pouvait être beaucoup plus structuré, ce serait des meilleurs. Parce que souvent nous avons l'association telle fait des cours de remédiation en double, l'autre fait à Darou, l'autre fait à Sinyanka. Si vraiment la population de Diofior pouvait mieux s'organiser pour mieux gérer ces cours de remédiation, ce serait d'un impact capital pour ces élèves-là, pour une meilleure gestion. Et enfin, pour terminer, la mise à contribution des services d'action sociale. Peut-être qu'il n'y a plus d'assistance sociale, mais je dirais que le bureau genre joue la même mission que l'assistance sociale, surtout avec les cellules genre, si elles sont fonctionnelles au niveau des établissements. Donc, je terminerai par l'installation et la fonctionnalité de ces cellules genre et de ces observatoires de vulnérabilité à la déperdition dans les structures scolaires pour une meilleure gestion de cette déperdition scolaire. Donc, j'ai été un peu bavarde. Je m'en excuse. M. Faye m'avait dit, M. Sarek sans pour moi, que j'aurais droit à 15 ou 20 minutes. Mais malheureusement, c'est un thème qui me tient à cœur. Et quand j'en parle... Saluer les initiateurs vraiment de cette rencontre. Saluer également les participants. Et m'excuser également du retard. J'ai été invité dans un premier temps, avant que M. le maire m'appelle pour me dire « Allez-y me représenter à cette rencontre ». Finalement, je viens avec une double casquette. Voilà pourquoi d'ailleurs je me suis dépêché parce que j'étais dans d'autres activités. Mais comme M. le maire m'a demandé de venir et de remettre même une lettre, voilà pourquoi donc je suis là. Je dirais dans un premier temps, pour ne pas, comme les travaux sont déjà lancés, peut-être nous aurons le temps de revenir au niveau des débats, que le thème là, il est extrêmement important. Parler d'éducation. Même en tant que religieux dans la religion musulmane, il y a une sourate Al-Khalaqa où on vous dit Iqra d'abord. Et plus tard, on vous dit Alamal bil Qalam. Ça devient déjà lire et écrire. Ça signifie que la lecture vient avant l'écriture. Même Dieu l'a dit Iqra d'abord, avant de parler de Qalam après. Donc ça signifie que l'éducation vient avant tout. Quelque part, quelqu'un disait qu'après le pain, c'est l'éducation. Et vraiment, le thème que j'ai trouvé Madame en train de développer, en tout cas, c'est comme s'il était à la place de l'inspecteur. Tellement que les différents éléments qu'il a développés, franchement, je n'ai rien à dire. Peut-être en attendant les débats, on aura à intervenir. Merci beaucoup. Je pense que les travaux sont déjà lancés, je n'ai plus à ouvrir les travaux. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci à vous. Voilà, donc nous allons. La promotion de l'éducation, de l'excellence éducative à Diofior et aux environnements. Donc, Monsieur le Président
d'amicale. Seydina Hamad Bass pour l'amicale de l'ARD de Diofior. Mohamed Lamine Diouf pour l'ARD de Thiès. Monsieur l'inspecteur, je reviens à vous aussi, qui est en même temps chargé de la commission éducative de la mairie de Diofior. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Madame Diouf, Maria Ducam, responsable du bureau de l'enseignement moyen de l'IEF de Dakar, l'IEF de Diofior. Peut-être Madame Ducam parler. Monsieur le Président de l'APE, je pense qu'il est déjà parti, les doyens qui étaient là aussi, qui nous ont formés, quand même, qui nous ont formés, nous sommes très heureux de les avoir tout le temps avec nous. Chaque fois qu'on parle d'éducation, ils sont toujours là, ils ont été encore là depuis maintenant plus de 40 ans, ils sont toujours là. Nous les remercions. Les membres du gouvernement scolaire, les élèves aussi, les étudiants, les élèves, les invités. Je vois ici pas mal de doyens, de doyens, que je remercie aussi pour leur présence. Monsieur Sarr, je vous remercie aussi pour l'invitation de m'avoir associé à ce panel, qui est quand même très important, tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, l'excellence éducative à Diofior doit être revalorisée. L'image de l'éducation aussi est un défi. On doit réhabiliter cette image-là. On doit co-construire ensemble, entre éducateurs, enseignants, administrateurs, professeurs, parents d'élèves et tous les acteurs politiques aussi, pour pouvoir hisser haut le flambeau de l'éducation à Diofior de manière générale. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, la réhabilitation de l'image de l'éducation, un défi majeur pour tendre vers l'excellence, et un thème qui vient toujours à son œuvre. Chaque génération va l'étudier, va le traiter à sa façon, pour amener des compléments par rapport à ce qui a été déjà fait, pour pouvoir orienter la jeunesse aussi vers ce que nous aspirons tous, le réussite. Vous m'avez proposé le sous-thème de la promotion des métiers et de l'orientation vers de motivation scolaire, qui est aussi un thème que j'affectionne beaucoup, même si je ne suis pas psychologue d'orientation scolaire, je suis avant tout mathématicien. Mais depuis quand même 6 ans, 7 ans, je travaille également sur les questions d'orientation scolaire, aujourd'hui qui est un des 4 axes principaux de l'établissement que nous avons à Dakar, l'École scientifique internationale d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, si on voit beaucoup d'élèves en décrochage scolaire, comme le disait Mme Diouf tout à l'heure, ou en déperdition scolaire, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas motivés. Ils ne donnent pas toujours un sens à ce qu'ils font. Je pose la question aux profs de maths qui sont là parmi nous. Quel prof de maths a fait une seule année scolaire sans autant qu'on lui pose la question à quoi sert ce que l'on fait? Il y a des passionnés des maths qui, de toute façon, feront les maths. Ils sont passionnés, ils vont le faire, etc. D'autres abandonnent parce qu'ils ne donnent pas un sens à ce qu'ils font. À nous, éducateurs, puisque nous savons à quoi ça sert, de manière générale, l'éducation, à quoi ça sert, c'est à nous aussi de pouvoir instaurer des activités, un climat permettant à ces élèves-là et ces étudiants de voir des perspectives, de savoir aussi vers où ils vont. Alors, dans mon exposé, je vais parler d'abord du rôle de l'éducation scolaire, de l'orientation scolaire, ainsi que de son organisation. Mais je vais essayer de résumer le maximum puisque le temps ne nous permet pas de développer certaines choses. Et je sais qu'il y a énormément de gens dans la salle qui vont aussi apporter leur contribution dans ce débat-là. Donc, je ne monopoliserai pas la parole. Sur la troisième partie, je parlerai des motivations, la motivation en question. Et en dernière partie, je donnerai quelques idées, quelques éléments pour la prise en charge de cette question d'orientation. S'agissant de l'orientation scolaire et professionnelle, son rôle est d'aider l'enfant ou l'élève ou l'étudiant, ou même le professionnel, parce que l'orientation scolaire ne s'arrête pas aux élèves. Aujourd'hui, on a beaucoup
de professionnels en reconversion qui veulent aller chercher un autre métier. Son rôle est de permettre et d'aider l'enfant à réfléchir sur ses ambitions, sur ses centres d'intérêt, ses qualifications et ses compétences, et pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Il a aussi un rôle pour aider l'enfant à comprendre le marché du travail. Parce que faire une formation sans emploi, parce qu'on a fait un mauvais choix, ça n'a pas de sens. Comprendre aussi le système éducatif, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on parlait de l'école primaire, des centres professionnels et autres, mais comment le système fonctionne dans ce monde. On va faire quasiment des résumés de ces éléments-là et regarder comment articuler cette information avec la connaissance qu'on a de soi-même. Est-ce que je suis fait pour des études longues, des études courtes, des études plutôt, un travail plutôt manuel, un travail intellectuel, etc. Quelle est ma nature? Parce que tout le monde n'est pas destiné à faire la même chose, chacun en fonction de ce qu'il veut. Le but donc est d'aider et de conseiller le jeune à faire une formation, un choix de formation, dans ce sens-là, qui va traduire et de construire un projet scolaire et professionnel en fonction de ses centres d'intérêt, de sa motivation, de ses aptitudes intellectuelles. Cet enfant donc pourra anticiper sur sa formation, réfléchir et choisir son orientation en fonction de sa personnalité et de ses compétences. De son niveau scolaire, qu'est-ce qu'il est capable de faire, de ses capacités, est-ce que je suis bon en maths, plutôt en physique, est-ce qu'en anglais, etc. De ses capacités relativement à ce qui est attendu dans la formation visée et aussi le métier envisagé. Aujourd'hui, l'organisation de l'orientation scolaire doit être l'affaire de tous. Il y a souvent un problème qui dit l'orientation n'est pas une matière, mais il doit être travaillé tout autant. Malheureusement, c'est le parent pauvre de notre système. Par le fait simplement que beaucoup de nos élèves, quand ils finissent, ils ont le bac, on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, ils ne savent pas du tout. Ils vous disent, je ne sais pas. J'ai un grand frère qui fait telle formation, mon père fait tel métier, ma mère fait tel métier, il s'en arrête là. Peut-être avant de finir sa formation, le métier de son père n'existera plus. Il ne peut plus continuer à faire le même métier que son père. Et peut-être son père, avant d'arriver à cela, il a dû se reconvertir et s'adapter aux lois du marché pour pouvoir aussi se créer un nouveau chemin. C'est ce nouveau chemin-là aussi qu'il faut indiquer à l'enfant. D'où la connaissance du marché est quelque chose qui est important. On a tendance à laisser ce travail aux conseillers d'orientation et psychologues, seulement les COP, comme on les dit. Mais ils sont peu nombreux. Aujourd'hui, à Diofior, avec un peu moins d'une quinzaine d'établissements, entre l'école primaire, le centre professionnel, les collèges, le lycée, les écoles privées, on n'a pas de conseiller d'orientation à Diofior. C'est dommage. Qui s'occupera de cette question? Est-ce qu'on sera tous des amateurs entre le prof d'histoire qui s'en occupe et le professeur de mathématiques? Ou bien le bureau genre, on sera tous dans cela alors qu'on n'est pas des professionnels de métier? Je suggérais à cette table l'année dernière à notre municipalité, puisque son représentant est là, ça me plaît encore de le rappeler, il nous faut prendre des initiatives pour pouvoir avoir un psychologue d'orientation à Diofior. Parce que si on ne l'a pas, on risque simplement de former pour former, sans savoir où vont nos enfants, où vont notre jeunesse, vers quel métier. Aujourd'hui, si je prends l'exemple des étudiants qui sont dans cette salle-là, si ce n'est pas eux-mêmes, c'est sans doute des gens qui connaissent très bien, combien d'entre nous n'ont pas dû faire recours à une orientation universitaire après 2 ans, 3 ans, on fait une formation, puis on se rend compte que ce n'est pas ça qu'on voulait réellement. Et puis on change de métier, on va dans une école privée plus tard, 3 ans, 4 ans plus tard, c'est des années perdues. La faute à qui? Ce n'est pas à ces enfants. Ils n'étaient pas au courant, ils ne savaient pas du tout. Aujourd'hui, tout est bâclé sur l'orientation scolaire. Après le bac, on vous donne 1 mois pour postuler sur le campus sur des métiers que vous ne connaissez pas. Des universités dont la plupart vous ne connaissez que de nom. Parfois, c'est la première fois que vous entendez même le nom, en tout cas
dans certaines localités, peut-être pas maintenant à Dieufur, puisque avec l'action formidable qui est entreprise depuis lors avec les étudiants, je leur remercie de passage. Mais dans beaucoup de zones, nous, quand on finissait, moi je ne connaissais même pas l'existence de l'université d'Aston-Berger. Je suis arrivé au bureau des examens de concours, on m'a donné la fiche, on n'avait pas encore campusien. Ok, Dakar, j'en remplis. On me dit, l'université d'Aston-Berger aussi, il faut remplir. Bon, est-ce que c'est nécessaire? Je ne connais pas. Bon, j'ai rempli tout de même. Finalement, j'étais orienté à l'université d'Aston-Berger parce que c'est la base de ma formation à l'université. C'est un problème. Dans d'autres pays, l'orientation scolaire commence à la 6e. On commence à travailler avec les enfants. Dès cet âge-là, pour savoir leur motivation, ce qu'ils veulent faire. Et ça continue comme ça jusqu'au bac. Et même après. Et à l'année de terminale, c'est en janvier que la plateforme commence. En tout cas, la plateforme au moins, le modèle de la plateforme. En janvier, on commence déjà à scruter les formations qui existent, les opportunités, etc. Le 20 mars, ça débute réellement. Chaque élève doit pouvoir mettre ses vœux, sans pourtant savoir si je vais finir le bac ou pas. Est-ce que j'aurai mon bac ou pas? Je commence à réserver mes places à l'université, etc. Et avec l'obtention du baccalauréat, on a juste à confirmer nos formations, etc. On a 2-3 mois pour réfléchir sur ces questions-là, avec un ensemble de professionnels autour de nous. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne l'a pas. Et il nous faut, en tant qu'adultes, pouvoir aussi travailler sur ces questions-là. La voie de l'éducation n'est pas la seule. En tout cas, on ne peut pas dire que tout le monde va réussir par la même porte. Aujourd'hui, on a le Dieufur au centre professionnel pour dire qu'il y en a qui ne pourront pas continuer la formation générale, qui iront très tôt vers des métiers. Je me rappelle, dimanche dernier, je pense que c'est Oustaz Diaga qui me disait, dans une conférence, il faisait à Limoux, je pense, que parfois, on va avoir des élèves qui prennent un chemin, mais qui n'est pas le chemin, qui échoue. Nous, en tant qu'éducateurs, on les voit redoubler une première fois, une deuxième fois. On connaît les capacités de l'enfant. On sait que ça ne marchera pas. Et on laisse les enfants. Au bout de quelques années, ils ont un retard sur l'apprentissage professionnel et ils n'ont pas pu continuer. Alors que si l'orientation scolaire était faite dès le départ, on pourrait regarder les capacités de l'enfant et ses centres d'intérêt et le réorienter vers une formation complémentaire. Il pourra avoir un diplôme professionnel et aller faire un métier. Et il pourra cheminer petit à petit, peut-être au départ en tant qu'ouvrier, agent de maîtrise. Et il pourra par la suite même ouvrir son entreprise. Aller faire des formations complémentaires, de la reconversion. C'est important. Tout le monde ne doit pas faire toujours le même circuit jusqu'à 25 ans et se dire maintenant je suis à la porte du marché, qu'est-ce que je peux faire? C'est problématique. Il nous faut davantage faire la promotion de ces voies alternatives. Dans ce cheminement toujours, il y a la question des séries. Parfois, les jeunes se disent simplement, je prends la série la plus facile. Aujourd'hui, on a 81% de séries d'élèves en série littéraire, contre 19 à 18% en série scientifique. Alors que le marché est tout autre. Le problème, d'où vient le problème? Est-ce que nous ne savons pas analyser le marché ou nous laissons nos enfants l'analyser à notre place? Est-ce qu'on doit pouvoir continuer à dire simplement des nouveaux métiers sont à 80% des métiers scientifiques et pourtant moins de 20% de nos élèves au bac sont des élèves littéraires? On doit se poser la question. Les élèves ne savent pas, ils se disent simplement je veux réussir. On m'a dit que si tu pars en Est, tu n'auras plus le temps d'aller voir la lutte ou je ne sais pas quelle cérémonie encore. Tu vas tout le temps travailler. Mais est-ce qu'il en a besoin? Quelles sont ses aspirations? Il y a 2 ans, une jeune fille m'a appelé pour me dire monsieur, j'ai vu votre numéro sur une affiche, je ne peux pas venir forcément à votre école, mais je demande une information. J'ai dit oui, je veux faire médecine. Et je viens d'avoir mon bac. Ok, pour moi c'est déjà un peu trop tard.
Je lui ai posé la question, oui, et quel est le problème? Est-ce que tu as déjà un bon public? Il me dit, malheureusement, on vient de m'informer que j'ai un 7 en SVT au bac. J'ai dit, tu peux toujours postuler, mais c'est quasiment impossible. Parce qu'on va cumuler la SVT, les maths et la physique chimie pour ton orientation à médecine. Je lui ai expliqué un petit peu le processus. Il me dit, ah monsieur, merci, mais c'est un peu trop tard, effectivement. Si je savais cette information il y a 2 ans, je vais me décarcasser pour avoir la bonne moyenne. Mais ils sont combien de jeunes filles, de jeunes garçons dans ce cadre-là? Quel est notre rôle? Est-ce que de les nourrir, comme disait Madame Buff tout à l'heure, sans pour autant réfléchir sur ce qu'ils vont devenir? Se contenter juste des moyennes, sans pour autant réfléchir sur leur projet de vie? Non, il nous faut travailler sur ces questions-là. Après le bac, il y a aussi, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une multitude de formations. Il y a des formations plutôt théoriques, des formations plutôt pratiques, des formations courtes, des formations longues. Est-ce que je veux aller vers un BTS? Je veux être un technicien, je veux aller dans le management, je veux être ingénieur, je veux faire seulement une licence théorique, une licence professionnelle, un master, un doctorat, etc. Sur chaque métier, je suis intéressé par l'informatique. Combien de métiers existent dans l'informatique? Est-ce que je pense simplement que c'est le traitement de texte? J'ai réussi à imprimer pour mon père la fois dernière alors qu'il était bloqué avec la machine. Et donc je suis un bon informaticien. Est-ce que c'est ça? Les métiers de l'informatique, voilà, se renouvellent. Chaque année, il y a de nouveaux métiers autour de l'informatique, autour de l'intelligence artificielle, autour de la robotique. Est-ce que nos enfants, nos jeunes sont au courant de ces informations-là? Est-ce qu'on pourra se dire simplement, cet enfant-là que j'ai devant nous, qui a entendu parler de l'intelligence artificielle, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? Ah bon, c'est de l'intelligence qui est artificielle. Voilà. Ce n'est pas ça. Et ce que je dis sur l'intelligence artificielle, l'intelligence financière, c'est aussi pareil. Aujourd'hui, on ne décide plus comme ça, par l'intuition, non. On décide avec des données, on décide avec des algorithmes, on décide avec des robots, etc. Parfois, les robots décident à notre place. Et ceux qui le font ne sont pas plus méritants que nos enfants et nos jeunes. Mais ils n'ont pas la capacité qui est les eux. C'est à nous de travailler ces choses-là. Parfois aussi, c'est les étudiants qui sont concernés. On en croise beaucoup, au bout de la première année surtout. Ils arrivent à Dakar, ils font une année. Après, ils te croisent, ils disent, bon, j'ai fait tel truc. Bon, malheureusement, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai pas réussi. Je ne sais même pas si c'est la pierre qui est faite pour moi parce que c'est très compliqué. Sans commencer, je pense ne pas avoir les capacités. Et en réalité, je m'interroge sur à quoi ça me mène. 1 an, 2 ans, 3 ans, on cartouche. Et on cherche une formation professionnelle. Malheureusement, il y a plus de commerciaux que de conseillers d'orientation dans les écoles privées. Vous arrivez dans une école privée, ils vont vous prendre la lune. Vous vous engagez encore dans une voie. Vous payez 1 million, 1,5 million, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez votre diplôme. Combien de jeunes ici à Lyon, par tendance, on est des suiveurs. Il y a une période où on était tous enseignants, une période où on est tous militaires, une période où on est tous transitaires, une période encore, cette période-là, on est tous infirmiers et sages-femmes. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Combien de gens à Lyon ici que vous connaissez qui ont fait la formation de financement et qui sont là avec nous, qui payent 2e formation? Pourtant, cet argent-là pouvait servir à faire la vraie formation qui leur permettra de trouver le boulot qu'ils souhaitent, le métier qu'ils veulent. Et c'est ça, c'est à ça que je vous appelle. C'est à ça vraiment que je vous appelle parce que c'est indispensable. Si nous ne le faisons pas, nous allons dire pourquoi nos enfants ne sont pas motivés. Mais on est motivé parce qu'on connaît les aspirations de notre enfant et ça revient à cette partie-là, la motivation. La motivation scolaire est définie comme l'engagement, la participation et la
persistance de l'élève dans une tâche donnée. Elle en détermine le déclenchement dans une direction, dans une certaine direction. L'intensité, est-ce qu'un engagement rapide ou lent, intense, profond? L'intensité souhaitée et assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement. Et c'est cette motivation aussi que nous suggérons au cours. Le chemin est long, le défi est long, et il faut être persévérant. Aujourd'hui, l'élève peut être motivé. Bon, il y a des théories qui sont autour de la motivation. Je prends la pyramide des besoins de Maslow, avec d'abord les besoins, au départ, les besoins physiologiques, les besoins de soi. Bon, je suis dans une classe, j'ai besoin de comprendre quelques éléments, etc. Ça s'arrête là. Je suis à l'intérieur, besoin de sécurité. Bon, le devoir qui va arriver, quand même, il faudra que je réussisse telle et telle chose. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a un besoin d'appartenance qui va arriver. Je vais être informaticien. On m'a dit qu'il faut être bon en maths, il faut être bon en physique, etc., etc. Je dois travailler ces mêmes éléments-là. Besoin d'estime. Je suis dans mon domaine. Je veux vraiment être le leader de mon domaine. Il faut que j'y aille. Le besoin aussi d'accomplissement. Je dis, je suis dans l'éducation. Je vais m'accomplir dans l'éducation. Je suis enseignant. Qu'est-ce que je vais faire? Aller plus. Je ne suis pas là pour gagner un salaire. Je suis là peut-être pour les questions dont vous disiez, parler Madame tout à l'heure. Aider chaque élève à trouver son chemin, à se relever lorsqu'il tombe, à trouver un but à son engagement et à réussir. Parce que s'il réussit, c'est un cas social à mort dans la société de l'homme. Et donc, à nous de nous engager là-dessus pour ne pas gérer les cas sociaux par la suite. Même si la gestion de ces cas sociaux relève de notre responsabilité, à tous. On va commencer par les responsabilités des politiques. C'est ça. Dans ce travail aussi, il y a quelques éléments que je vais, quelques propositions que je vais ramener tout de suite. Mais je travaille encore dans les talents. Aujourd'hui, on a M. Diop tout à l'heure qui est passionné d'islam. Pouvoir pousser nos enfants dans leur passion, dans la réussite. Tu fais ton travail, mais dans le cadre de la passion, on va organiser que ta passion puisse être, voilà, tu puisses vivre ta passion dans le cadre scolaire. Lorsqu'on fait un club de slam à l'école, ça permet à beaucoup d'enfants d'organiser leurs pensées, de faire des rimes, de prendre la poésie, etc. Mais si on les laisse en disant, de toute façon, c'est votre problème, c'est pas votre problème. Ils vont chercher des groupes pour aller faire l'islam au Fosco de Finlande. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire ici. Alors que dans cette activité extrascolaire, il y a un enseignement complémentaire. Et ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour rien dans beaucoup d'écoles, en tout cas occidentales, il y a beaucoup d'activités extrascolaires. Ceux qui sont passionnés par le théâtre, ceux qui sont passionnés par les arts martiaux, ceux qui sont passionnés par la musique, il y a des écoles de musique, de dessin, etc. Ou bien la promotion des écoles d'études où on Sadio Mané peut sortir, qui sera encore une fierté pour la nation. Mais on ne peut pas dire à cet enfant, tu aimes jouer, va jouer. Il va chercher l'école pour aller jouer dans la rue. Il n'a aucun accord pour lui. Mais c'est organisé dans le cadre de clubs et d'activités organisées par l'établissement. Et c'est valorisant. Ces élèves-là pourront avoir d'autres opportunités pour pouvoir encore exceller ailleurs. Il faut, dans ce sens aussi, vulgariser nos actions. Faire une activité. Inviter les slameurs, inviter les footballeurs qui vont jongler, etc. Inviter ceux qui font un club de conversation en langue, l'espagnol ou bien en anglais, qui vont s'exprimer, qui vont faire un sketch en anglais. C'est valorisant pour l'enfant. Et c'est dans le cadre scolaire. C'est encadré. Parce que si on ne l'encadre pas, c'est autre chose qui se passe. L'élève motivé, qui sait que je fais ça et ça va me mener à ceci, va travailler davantage. Va se donner en disant,
j'ai un besoin d'autonomie. Dès que l'enfant exprime un besoin d'autonomie, il dit, je dois travailler. Aujourd'hui, j'ai posé la question, mais je ne vais plus reposer la même question. Je vais apprendre à maîtriser cette question-là. J'aspire à appartenir, par exemple, lors des médecins, des avocats, des experts comptables, etc. Il va commencer à aller vers ces conférences, à s'intéresser à leurs activités sur Internet. Et c'est important pour chaque enfant de s'accomplir dans ce sens-là. La communication avec les parents, on ne peut pas faire ça tout seul. On est des éducateurs. Beaucoup de choses, les parents ne savent pas ce qui se passe. Il faut leur parler sur l'orientation. Et surtout, aujourd'hui, nous avons des canaux beaucoup plus facilités aujourd'hui. On parle de l'exemple de WhatsApp. Avec sa connexion, on peut envoyer des messages gratuitement. Les listes de diffusion. Aujourd'hui, on peut avoir une liste de diffusion. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une liste de diffusion de tous les parents de l'école. J'ai une information. J'attends pas que les enfants amènent l'information. Ils vont amener l'information. Mais j'écris un message instantané aux parents. Tout le temps. Ils reçoivent ça. Une liste de diffusion. Ce n'est pas un groupe parce que dans un groupe, voilà, ça part dans tous les sens. Liste de diffusion, ils ont l'information tout le temps. Les bulletins doivent être. Aujourd'hui, telle classe n'aura pas cours. Aujourd'hui, on a un exposé sur ça. On a ça, on a ça. Ils sont au courant de tout. À l'instant T. C'est important. Peut-être la migration vers les applications de gestion éducative. Ça permettra aussi de gérer le cadre des projets scolaires. Parce que dans ces applications-là, quand un enfant est en retard, si à 15 heures on fait appel, le parent reçoit un message pour dire ton enfant n'est pas venu à l'heure ou n'est pas venu. Tu l'appelleras pour savoir est-ce qu'il est en retard, est-ce qu'il a un problème, etc. Et c'est des applications qui existent aujourd'hui, qui sont de plus en plus aussi utilisées. Bon, après, chaque application avec ce qu'il a comme fonctionnalité. Je vais venir avec quelques suggestions, mais rapidement, je ne pourrai pas approfondir ces éléments-là. Des questions qu'on fait sous forme d'ateliers scientifiques ou de fabrique de talents de manière générale. Je dis, bon, les élèves qui sont intéressés par le théâtre, formez-vous en club. C'est très récurrent chez nous. En sport, c'est très récurrent. Mais est-ce qu'on va vers des autres métiers? Les élèves intéressés par la médecine, un club. Vous ne travaillez pas la médecine aujourd'hui, mais vous pouvez faire des recherches dans ce sens-là. Les élèves concernés par l'informatique, un club. Puis, j'essaie de trouver un étudiant qui pourra venir les accompagner, voilà, leur proposer une activité, et ils vont faire ça. Dès le bas âge, l'élève comprend déjà que si je pars en médecine, ok, je peux devenir ça, je peux devenir ça, je peux devenir ça, etc. Il comprend de plus en plus ces informations. Et il est fier de pouvoir venir devant ses camarades et exposer c'est quoi être ophtalmologue. Les expliquer à leurs enfants alors qu'il est en seconde. C'est important. Il va se frayer un chemin dès le départ. Et plus personne ne pourra l'arrêter. Et ils pourront exposer le temps des journées portes ouvertes à ces informations-là. Les clubs thématiques, les ateliers d'orientation avec les psychologues. Si aujourd'hui la mairie accède à notre demande et qu'on a un psychologue d'orientation ici, on pourrait organiser davantage des ateliers d'orientation scolaire. Dans ce sens-là. La pratique n'est pas forcément toujours au laboratoire, parce qu'on sait que l'ensemble de nos établissements n'ont pas toujours les moyens. C'est à nous, enseignants, de pouvoir calquer notre enseignement avec la réalité. Prendre des exemples terre à terre sur quelque chose de concret pour permettre aux enfants de savoir l'aboutissement de ce qu'on fait. Ou des exemples de pratiques qu'ils peuvent faire par rapport aux notions que nous faisons. Les conférences comme celle-ci, les panels où on explicite des choses, ça peut être des conférences métiers, les métiers de la médecine, de l'informatique, de l'aéronautique, voilà, etc., de la robotique, etc. Les questions de stage et d'alternance. Alors, il ne faut pas simplement se dire, l'enfant a fini ses études, il arrête tout. Non. Essayons d'amener nos enfants un peu partout. À faire des stages, même si c'est des stages d'observation. Ils partent en entreprise, ils regardent. Ils voient les gens aller venir, imprimer, photocopier, voilà, les gens faire des réunions, etc. Il va se dire simplement, mais que font tous ces gens-là? Ils ne font qu'imprimer. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est important pour les enfants. Une journée, 2 journées,
Il côtoie les professionnels et il revient, c'est important. Donc, dans ce sens-là. Je pense que je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là. Et on pourra davantage revenir sur quelques exemples, voilà. Donc, et aussi écouter la contribution des uns et des autres. Je vous remercie. Mais avant de quitter, je voudrais prononcer quelques mots à l'égard des membres de cette association. Un mot de remerciement, d'encouragement, mais de félicitations. Une association a toujours un objectif. Celui de cette association est noble. Parce que vous pensez aux autres. Et ça me rappelle un peu ce que nous appelions les grands. Ceux qui nous ont devancés à l'école. Je donne un exemple précis pour dire que c'est comme si vous faites comme ces gens-là. En 1968, il y avait une grève de grande ampleur. Les examens étaient reportés au mois d'octobre à l'ouverture. Mais ces gens que nous appelons, ces étudiants-là, ces élèves que nous appelons les grands, vous les connaissez, aujourd'hui, ils sont la plupart les pères de ceux qui sont en train de décider, ou bien même leurs grands-pères. La grève était difficile. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? On se rencontre toujours au niveau de Polysécor. Ils ont dit que les CM2 qui vont faire l'examen en octobre, si on les laisse toutes les vacances, ça sera la catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les aider. Pendant ces vacances-là, il faut qu'on forme les équipes. Il faut qu'on les forme. On forme les CM2 pendant toutes les vacances. C'est ce qu'ils ont fait. Mais les résultats ont été donnés. Je me rappelle, si je n'oublie pas, c'est la promotion de l'actuaire de docteur. Tellement de résultats. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce sont les mêmes aussi, quand on parle d'investissement humain à l'école. Ce sont eux. Je n'oublie pas évidemment les parents qui les ont mis à l'école en ce moment, c'était difficile. Et ce sont ces gens, avec les parents, avec ces gens aujourd'hui. J'offre au point de vue éducation, au point de vue encadrement, on n'envie pas beaucoup de localités. Grâce à ces gens-là. Ceux qui construisent les étages, les bâtiments, grâce à eux, la plupart ce sont le produit de leur formation. Donc, fort de cela, je suis très content de la création de cette association parce que c'est dans le même sens. Parlons du thème. Quand on parle d'éducation, d'instruction, d'excellence, mais il n'y a rien de tel. Et de tout temps, c'est des thèmes qui vont se poser. Ça ne finira jamais. Donc je vous encourage
à parler également aux différents acteurs, parce que l'éducation, c'est très complexe. Et surtout cette association, je crois, si je comprends bien, ça regroupe plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Au niveau élémentaire, il faut dire que cette tranche d'âge est très dépendante des parents et de l'éducation, de l'administration, des enseignants. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas envisager à cet âge-là. Il appartient aux parents, il appartient à l'administration d'aider ces gens-là. On parle de baisse de niveau, on parle des défauts de lecture. Mais c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves d'aujourd'hui, la plupart sont les acteurs de l'éducation. On est intellectuel à un certain niveau. Si ces enfants sont faibles au niveau de l'école, il y a un problème. Pour dire de l'autre des parents. Donc, à ce niveau, au niveau moins, les enfants commencent à prendre de l'autonomie, petit à petit, autonomie intellectuelle, ambition. Moins secondaire, au niveau des étudiants, enseignement supérieur. Je dis qu'à ce niveau-là, normalement, on est en mesure de choisir ce que l'on va être. Donc, ce que je vous dis, je vous encourage, parlez aux enfants, mais parlez particulièrement aux parents d'élèves parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. Évidemment, les enseignants aussi. On ne peut pas parler d'éducation sans parler des enseignants. Celui qui transmet la connaissance, celui qui éduque. Et c'est important, ce n'est pas pour rien qu'on les forme. Ils ont une grande responsabilité. Mais aussi, ils ne sont pas les seuls parce que, comme je dis, les parents. Un parent, parce que la plupart actuellement, c'est des jeunes pères qui encadrent correctement ses enfants, ne manquera pas d'avoir des résultats. Mais si on les laisse faire, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles que vous connaissez, hein, c'est ce qu'on a constaté est là. Alors que l'éducation, la formation, ça va évoluer. Il faut aller avec. Il faut aller avec. Je pourrais développer un peu plus. Il y a tellement d'exemples. Mais comme je vais parler, je vous remercie. Je vous encourage et je suis très content de ce que vous êtes en train de faire parce que c'est ça la voie. Il faut penser aux autres. Vous êtes et vous voulez que les autres soient. Merci beaucoup. Bonjour, chers jeunes, si nous pouvons nous exprimer ainsi. L'initiative est une bonne initiative et ce que nous pouvons dire est que vous êtes sur la bonne voie. Et je pourrais même dire que M. le maire on peut marcher sur la canne, comme on dit. Parce que, en disant que vous avez pensé aux autres, il y a d'autres avant vous qui ont pensé aux autres. Il a parlé des anciens, ce qu'ils ont fait. Et des exemples nationaux, dans la mesure même, au niveau de
de la mairie, vers les années de la création de cette institution, on a même créé un comité pour le soutien de la communauté d'Ophir. Et presque les intellectuels que nous étions à Dakar, on se réunissait à la présidence de la République. En ce moment-là, l'ancien maire Mamadou était le conseiller de Tanor Diagne. Donc, vous avez fait une initiative, mais quand même, sachez qu'il y a des gens qui ont travaillé sur vous, avant vous. Mais quand même, vous pouvez dire que c'est Pascal qui disait qu'il ne faut jamais dire que des gens ont travaillé sur un tel sujet, mais je ne travaille pas là-dessus. Non, il faut toujours chercher à améliorer. Vous avez parlé de la réhabilitation de l'excellence. Ce mot-là est tellement important dans le discours, dans la mesure où, quand on parle de c'est parce qu'il y avait un préexistant. Ce préexistant-là, il faut faire des recherches pour savoir de quoi il s'agit. Monsieur le maire en a parlé. Je crois que ça aussi, c'est une très bonne chose. Je reviendrai aussi, même parce que là, je cherchais l'excellence. Sur le plan de la correspondance, j'en ai vu deux choses. Parce que quand on est dans le cadre de l'administration, j'ai une fois entendu Kiboka dire que quand il était aux côtés de Senghor, après un texte, Senghor les corrigeait comme un professeur qui a commis une copie. Donc il y a certaines choses qu'il faut éviter. Par exemple, j'ai vu ancien éducateur, ancien non. Ça, je me suis dit que est-ce que ceux qui ont initié cette lettre ont la notion de la profession et de la fonction. Ça aussi, il faut faire attention. L'administration, c'est une écriture. Et quand on est dans l'administration, il faut s'entourer de toutes les références nécessaires pour éviter certains reproches. La profession, on peut dire, l'administration, par exemple, était l'ancien maître de Diofior. C'est une fonction élective. Ça, c'est une fonction. C'est différent de la profession. L'administration, vous dites l'administration c'est quoi? Vous direz que l'administration est un enseignant. Il peut être l'ancien directeur de Coliseva, mais quand même, son statut d'enseignant, c'est jusqu'à la mort. Donc, il faut faire une distinction entre la profession et la fonction. Sur le plan des correspondances aussi, on dit que, même à la vie, on a le club Nabani, Moustapha, arabe de Ghani, fait qu'il faut amener des une information. Il faut nécessairement tenir compte de deux choses principales. La date et le lieu. La date, le lieu et l'heure. Sur la correspondance, j'ai dit que vous n'avez pas précisé l'heure. Même M. le maire m'a interpellé ce matin pour m'en parler. Je lui ai dit que c'est une commission. Ça aussi, il faut veiller ça en matière de correspondance. L'heure et le lieu. Monsieur Dabressa convoque l'association à une réunion où et quand. C'est très important dans l'administration. S'il y avait un professeur d'administration qui corrigeait ce communiqué, il allait vous donner une autre avis. Sur le plan aussi, parce que nous avons chacun taxe tout ça paroisse. Moi, je suis un éducateur spécialisé de formation. Vraiment, j'étais ému par la prestation de Mme Fils. Parce que ça m'a rappelé des cours de sociologie, de psychiatrie, de psychopédagogie au niveau de l'NAS. C'était les années 82, 81, 82, 83. Durant tout mon passage, 33 ans et 6 mois au niveau du ministère de la Justice, dans le cadre de l'éducation surveillée, j'ai l'impression que c'est un inspecteur de l'éducation surveillée que j'ai devant moi et qui me rappelle ce que j'ai très heureux. Parce que pour moi,
C'est un éducateur spécialisé, de classe exceptionnelle, ou un inspecteur de l'éducation civique que j'ai devant moi et qui parle. Donc ça vraiment, j'en suis très content, très fier de vous. Et à chaque fois, quand je participe à des choses pareilles, comme recommandation, je dis, est-ce que vous pouvez faire le dossier que vous avez présenté par exemple, que vous puissiez multiplier ça et donner ça aux autres. Parce que c'est très important. Autre fait, c'est toujours dans le cadre, bien sûr, je me sens dans ma pointe parce que je suis devant une dame qui a bien parlé de mon domaine. Vous avez présenté un texte, mais ça demande à être vulgarisé. Vous nous avez présenté un texte. Il nous appartient, nous jeunes, ou vous jeunes, nous populations, nous adultes, de faire de sorte que ce que Mme Diouf vient de nous présenter puisse faire tâche d'huile partout dans la ville ou bien la commune et les environs, comme vous l'avez dit. Ça vraiment c'est une suggestion, Mme Diouf, que je demande vers la fin, ou bien si vous prenez par exemple un texte final pour le panel, que cela puisse figurer pour que les autorités n'aiment, parce que ce que vous venez de dire là, mais c'est comme on dit dans la littérature sénégalaise, en général, c'est le fou qui dit la réalité au village, mais ce que les gens disent, c'est le fou qui le dit à d'autres voix. Donc ça aussi, je crois qu'il est vraiment impératif que les autres puissent s'approprier de ce texte, s'approprier de tes idées pour les vulgariser après. C'est sur ce plan-là que vraiment je vous souhaite un excellent plan. C'est déjà excellent, mais que cela puisse arriver à bon port. Merci beaucoup. Et à la Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. D'abord, je félicite, je remercie les organisations de ce panel pour la considération, l'invitation et la considération qu'ils ont portée sur les anciens. Nous vous remercions encore une fois, nous portons beaucoup d'attention à votre travail. Alors, l'excellence à deux feux. Vous y avez trouvé quelque chose. Depuis des années, dans la ville et environnante, nous avons assisté à la remise des prix à partir du niveau primaire jusqu'au bac. Toujours les meilleurs élèves étaient primaires. C'est vrai, vous l'avez trouvé ici. Maintenant, vouloir encore y revenir pour mieux encore pousser cette excellence dans la ville, c'est encore mieux. On vous en remercie beaucoup. Maintenant, l'étude à deux heures, les enseignants, comment on fait, les élèves à deux heures pouvaient être plus excellents s'il n'y avait pas les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Surtout, l'animation dans la ville n'est pas pendant la période des vacances. Normalement, c'est ce qui devrait être. Nous, quand on était jeunes, pendant les vacances, on était pressés de venir en vacances. À chaque nuit, il y avait des balles quelque part. Chaque nuit, il y avait des balles quelque part. Mais maintenant, à l'ouverture des classes, maintenant, c'est le contraire. C'est à l'ouverture des classes. Chaque fois que les classes sont ouvertes, c'est le mouvement. Et la raison, c'est celui qui a dit que je voudrais être à l'heure parce que il y a beaucoup d'ambiance. Vous voyez? Donc, les mots, comment les remédier à ça? Les luttes, les soirées, les mariages. Madame en a déjà parlé, mais c'est dommage, j'en ai parlé. C'est vraiment dommage que ce phénomène
pour tuer ce fléau à Dieu, ça sera difficile. J'ai été conseiller municipal 10 ans, pendant 10 ans. On a toujours lutté pour ça. Moi, personnellement, j'ai lutté pour ça, mais on me dit, alors, pendant l'année scolaire, on donne des autorisations, les balles, les soirées, comment on les appelle les autres là, les luttes de cartes, la nuit, que les jeunes organisent la nuit, je ne sais pas comment on les appelle encore, il y en a beaucoup. Tous les jours, il y a manifestation. Madame a tout dit. Madame, merci beaucoup. Alors moi, j'ai cheminé de Colissémon au CEP. J'ai fait 9 ans à Colissémon et 23 ans, 24 ans au CEP. Vous savez, pour dire que j'ai duré à tout ce qui se produit, tous les problèmes qui se produisent ici, je suis présent. Mais c'est difficile. C'est difficile. Donc je vous encourage. Je vous encourage, comme vous l'avez évité, de continuer jusqu'à là. C'est vrai. Les causes, il faut les éliminer, sinon les diminuer. Extrêmement difficile. Et des fois, on a vécu l'expérience, madame, on a vécu l'expérience. Après les compositions, toujours les premiers sont des élèves qui viennent de l'extérieur des choses. C'est vrai. On a vécu ça. Mais c'est comme ça, ceux qui viennent des autres villages. C'est des gens qui savent ce qu'ils les ont ici. Mais chez nous, c'est dommage que la télé, le portable, la télé, c'est dommage. Vous voyez, les mots sont nombreux. Les buts, les guitares, les mariages, et tout ce qui tourne autour de ça. On n'a pas un jour libre où la veille, il n'y a pas une manifestation. Il n'y en a pas. Le mercredi, vendredi, seul, c'est le mariage. Dimanche, le mariage, encore, c'est la lutte continue commence par le dimanche. Un continue, et on continue. Alors, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous demande de persévérer encore. Sinon, vous n'allez pas dépasser ce qui existe déjà. Vous savez, c'est ça. Et les études à l'UFM, c'est ça. Partout où vous allez dans le Sénégal, vous trouvez des chauffeurs. Partout. Dans n'importe quelle ville. Ce qui veut dire, on s'y met. Et encore, il faut faire mieux. Pour faire mieux, c'est ce qu'on doit voir. On vous encourage en tout cas à essayer de le faire. N'est-ce pas, madame? Merci beaucoup. Et vous savez, c'est difficile. C'est pas facile de le dire. Ce ne sera pas facile, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre par tous des moyens. N'est-ce pas, Ousmane? Alors, vous avez le temps, vous êtes encore jeune, l'avenir est devant vous. Merci beaucoup. Le règlement intérieur, on ne le met pas dans son bureau. Le règlement intérieur, il est affiché, il est porté à la connaissance. Après de la pénalité, il est censé ignorer la loi. Vous ne pouvez pas avoir un règlement intérieur élaboré, affiché dans le bureau du directeur, et on dit voilà le règlement intérieur. Comment les gens se nomment, c'est ça le règlement intérieur? Donc, un règlement intérieur, c'est ça. Alors, maintenant, si je viens à la doléance, au niveau de l'orientation, vous savez, les services, comment ça s'appelle encore, les conseillers régionaux là, le service, le CAOSP, le service qui s'occupe de l'orientation, il est régional. C'est un service régional, il n'est même pas départemental. Appelez vos régions locales. Alors, maintenant, j'ai une suggestion par rapport à ça. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. Il y en a qui ratent leur cursus, ils ratent leur formation parce que tout simplement ils ne sont pas bien orientés.
professionnel où j'interviens le plus. C'est vrai qu'il ne suffit pas qu'un élève se présente, je veux faire couture, ou bien je veux faire tel métier, ou je veux faire telle série, etc. qu'on le prend. Alors non, on l'espère, parce que ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut faire d'abord des tests, mais les tests ne suffisent pas. C'est vrai, les tests permettent de voir dans ses compétences, est-ce qu'il est bien dans tel ou tel, est-ce qu'il peut suivre la formation. Mais ça ne suffit pas. Ce que l'on fait, même si l'élève choisit, on le prend. Couture, on a fait test, tout ça va très bien. On demande d'aller s'inscrire, il s'inscrit. Il y a une semaine, au niveau de l'atelier, c'est ce que nous appelons se situer au regard du métier. Il doit y avoir se situer au regard de la série également. Dans la formation, on fait ce qu'on appelle se situer au regard du métier. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on prend une semaine où celui qui est inscrit en couture, on lui décrit tout ce qui l'attend dans la formation et dans le métier. On lui explique tout ce qu'il y a. Imaginez par exemple dans les pays développés où la formation, même si c'est ici, la formation coûte excessivement cher. Quelqu'un s'inscrit en couture ou en restauration parce que tout simplement ses amis sont là-bas. Ou bien son parent lui dit qu'il faut aller s'inscrire là-bas en électricité. Il fait là-bas 1 an, 2 ans, il se rend compte qu'il s'est trompé. Ah non, c'est pas ça. Il n'est pas destiné à ça. Et il retourne en arrière. C'est du gâchis. Voilà pourquoi ce structure au regard du métier est extrêmement important. Pourquoi? Parce que on évite, pendant cette période, des gens qui ont réussi là-bas. Ah oui, l'école se charge de ça. Comme on peut le faire également dans la série S, etc. L'école peut inviter des gens. Nous sommes en série S. Voilà par exemple quelqu'un de Diofié qui a réussi en série S. Voilà quelqu'un qui a réussi en série L. On prend des individus comme ça, on venait expliquer aux élèves ce qu'il y a dans ça. Par rapport à la série L, quels sont les débouchés? Par rapport à la série L, qu'est-ce qu'ils peuvent... Pourquoi prendre quelqu'un qui a réussi? Il ne faut pas venir prendre quelqu'un qui a échoué, qui a été renvoyé, non? Prenez quelqu'un qui a réussi. Qu'il soit devant eux. Imaginez que tu es en couture. On t'amène par exemple quelqu'un comme Alifa Jo, qui a vraiment réussi dans le métier. Un grand couturier. Un Djuma Diakhaté, grand couturière. Tu l'amènes, il explique aux élèves. Ces gens-là sont vraiment motivés à faire comme eux pour réussir comme elles. Voilà pourquoi se situer au regard du métier est extrêmement important. Vous n'avez pas besoin chaque fois d'avoir un psychologue conseil ou bien quelqu'un qui va te parler des généralités. Mais ici, il va te dire exactement comment il a fait pour réussir. Où est-ce qu'il est passé? Et c'est une source même de motivation. Vous avez parlé de motivation. La motivation doit pas seulement être extrinsèque, elle doit être également intrinsèque, elle doit venir de l'élève, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Donc, vraiment, voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que maintenant je vais reprendre ma place de maître parce que je me suis jeté des cailloux là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De cette rencontre-là, nous tous qui sommes là quand même allons tirer profit de cela. C'est pour tout simplement dire que aujourd'hui les 2 thèmes, ou sinon même les 3 thèmes, sous-thèmes qui ont été proposés, c'était des sous-thèmes transversaux. En réalité, ce que Madame nous a présenté, représentant du bureau Jean IF, parce qu'on travaille ensemble avec elle, cela ne nous surprend pas la connaissance. Mais si on parle de ce qui vient de nous exposer ici, le prolongement n'est rien d'autre que l'orientation qui vient avec la motivation scolaire. Pour ensuite aller au 3e sous-thème dont on doit interpeller ici les autorités. Parce qu'ils l'ont déjà, d'après ce que j'ai reçu comme sous-thème, avec la politique publique, quel est le rôle que ces gens-là doivent jouer pour accompagner les jeunes au niveau de l'éducation.
Même si ce sous-thème n'a pas été développé, nous avons le fil déjà pour savoir quel rôle doit attendre cette politique publique-là. Maintenant, madame, moi je pense que votre thème, c'est d'actualité. Et ça va toujours rester d'actualité aussi. Parce que le contexte va toujours changer. L'autre l'a dit, dans le docteur, on est dans un monde en perpétuel changement. Les choses vont très vite. Et c'est là où on interpelle l'orientation avec ceux qui sont au niveau des causeries. Et je pense que l'inspecteur l'a tout à l'heure dit, en parlant de ces gens qui se situent à un niveau un peu élevé. On ne peut pas avoir au niveau de la base. D'ailleurs, nous qui sommes dans le secteur éducatif, on en sait quelque chose avec le causerie. Par rapport au cas d'élèves vulnérables, on parle avec les LMS, les cas de détection, les cas d'alerte, où il faudrait les saisir. Alors, pour dire que c'est des faits qui sont là, nous sommes à Diofior actuellement. Peut-être le docteur a dit tout à l'heure qu'ils sont un peu à l'écart de Diofior, mais vous allez voir que quand même le système éducatif trouve énormément de difficultés au niveau de la commune. Et moi je le dis, l'excellence s'effrite au niveau de Diofior actuellement. Pourquoi ça s'effrite? Imaginez, comparer les temps passés, au moment où il n'y avait même pas de lycée à Diofior, il n'y avait même pas de CM. Les élèves sortaient ici après l'entrée en sixième pour aller à l'école. Imaginez les Diofiorois, les résultats qu'ils faisaient et ce qui sortait de nous par rapport au aujourd'hui, où nous avons nos enfants avec nous jusqu'au bac à la maison. On pensait avoir mieux, mais c'est tout à fait le contraire. Le docteur est là, je pense qu'il a fait son cursus à Diofior. Le concours ministre faisait en mathématiques. Imaginez le CN depuis combien d'années on peut plus sortir des élèves qui réussissent ici. C'est un problème qui est là, c'est un fait réel. Et tout cela est corrélé à différents facteurs qui sont là dans la commune, qui empêchent les gens de travailler. Et les responsabilités sont partagées. Côté élèves, côté parents, côté enseignants, même autorité, tout le monde. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des gens bien formés. Tous les cas de détection qu'on a parlé tout à l'heure, il faut être de vrais enseignants formés pour pouvoir le savoir et prendre ça en compte, en considération. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande dans les écoles? Même si vous êtes un chef d'établissement qui n'est pas très regardant, il y aura toujours des élèves qui seront à la merci des études, faute de quoi? Des enseignants qui les poussent à aller à la vie. Mine de rien, ils les expulsent. Et ça pose problème. C'est lié à quoi? C'est lié à un manque de formation. L'autre aspect, vous allez voir les enfants aujourd'hui, avec les innombrables cérémonies qui se passent, qui se déroulent ici. Moi, aujourd'hui, au niveau de notre établissement, imaginez chaque matin, combien d'élèves viennent à l'école Somonti le matin? Les élèves ne prennent pas le petit déjeuner. Parce que leurs parents, je dis bien, parce que quand on parle des parents aujourd'hui, écarter les papas sont des mamans aujourd'hui qui s'occupent de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, c'est un fait réel, même quand on appelle à des rencontres dans les établissements, sur 100 personnes, vous allez voir que 2 hommes. Tout le reste, c'est des dames et des femmes. Et ces femmes-là, le matin, au lieu de se réveiller, s'occuper de leurs enfants avant qu'ils ne viennent à l'école, ils ne le font pas. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir et que les femmes n'attendent qu'à 9 h pour aller maintenant dans la nuit, à côté des tables, pour essayer de prendre le petit déjeuner. Au moment où l'enfant, on lui a demandé d'aller à l'école, tout simplement. Imaginez ces enfants-là avec la faim, avant 11 h, la récréation. Il y a des enfants qui ont faim. Ils ne parviennent pas à suivre correctement. C'est un problème. Quelque chose qui se répercute au niveau intellectuel. D'autres, on leur donne de l'argent. Ils attendent la récréation pour acheter le goûter. Mais les autres n'en ont pas. C'est un fait. Et tout cela est lié à quoi? C'est lié à la paresse.
Les dames ne se lèvent pas tôt pour s'occuper de leurs enfants. Moi, j'ai le devoir.